Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis April, j'ai 29 ans, je suis autiste. J'ai été diagnostiquée début 2020, en janvier, et donc depuis je fais des vidéos pour parler de l'autisme afin de vous faire partager mon cheminement, mes réflexions. Donc aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo retour diagnostic 6 mois après. J'avais déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, 2 semaines après le diagnostic, 2 mois, 4 mois. Et donc là c'est celle de 6 mois. Je précise aussi que je vais essayer d'être plus concise pour cette vidéo que les deux dernières qui étaient assez longues. Je suis désolée pour ceux qui ont des problèmes de concentration, ça devait pas être évident à aller jusqu'au bout, et ceux qui ont tenu et qui ont réussi à aller jusqu'au bout, félicitations. Donc je ne vais pas rappeler un peu mon cheminement parce qu'à chaque fois je me répète, donc je vous invite à regarder mes précédentes vidéos si vous le souhaitez par rapport à les étapes de mon évolution. Juste pour vous dire très brièvement que ma vidéo 4 mois après, ça a vraiment été un cap pour moi, dans la mesure où je me suis vraiment rendu compte de comment j'étais autiste, ou plutôt comment mon autisme s'exprimait en fait. Donc j'ai vraiment pris conscience de mes limites, mais aussi de mes richesses, voilà, de mes atouts. C'est un peu l'idée qu'il faut retenir. Alors 6 mois après, comment je me sens? En fait j'ai un peu continué sur cette lancée, à un détail près que j'ai vraiment compris finalement que ce que je considérais être des séquelles liées à mon burn-out, puisque pour ceux qui ne savaient pas, en fait j'ai fait un burn-out il y a 1 an et demi, j'ai été arrêtée par mon médecin, etc. Et c'est suite à cet arrêt que j'ai été diagnostiquée. Ce que je considérais être des séquelles liées à ce burn-out, en réalité, était juste la fin de mes stratégies de compensation et de suradaptation. Et que donc c'était vraiment qui j'étais, c'était ma vraie peau, quoi. Voilà, alors que moi je me disais peut-être que là je suis un peu fatiguée mais ça va revenir, je vais retrouver la même énergie, le même élan qu'avant. Et en fait je crois pas, ou en tout cas c'est pas si simple que ça. Finalement, suite au burn-out, c'est comme si mon corps et mon esprit, surtout mon cerveau, m'avaient lâché, mais au moment où j'étais la plus stable et la plus épanouie finalement. À ce moment-là, j'étais pas en détresse, j'étais pas en état de survie d'ailleurs, je pense que je l'étais plus justement pour la première fois de ma vie, et que c'est comme ça que finalement mon corps a lâché en fait, a compris qu'il pouvait se laisser aller pour la première fois, et que j'ai pu donc être vraiment exprimer qui j'étais et me permettre d'aller au bout de ma vérité, que je pouvais enfin me laisser aller, voilà. Donc, qu'est-ce qui a changé suite à ce burn-out, justement? Et 6 mois après, je vois bien qu'il y a des choses qui sont plus pareilles pour moi. Notamment, il y a vraiment un truc évident, c'est que je ne supporte plus, mais plus les imprévus, les changements. Vraiment, c'est très fatigant. Alors, avant, je les supportais pas non plus, bien sûr, sauf qu'en fait, j'ai intériorisé totalement ce ressenti-là, cette souffrance-là de jamais savoir où j'allais, d'être sur des sables mouvants en fait. Et en fait ça s'exprimait pas, mais je somatisais énormément. Je somatisais à tel point que parfois je finissais même à l'hôpital. Donc bon, finalement là je somatise plus, je ne vais plus à l'hôpital, mais je suis très mal. Donc dès qu'il y a un changement, je rencontre vraiment que j'ai besoin de tout planifier. Donc ça peut paraître un peu psychorigide, hein, mais là par exemple pour la semaine, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je fais de ma semaine, quand est-ce que je fais des choses, etc. Parce que sinon je suis pas bien et je suis tout le temps en interrogation, un petit peu bloquée. Donc ça c'est un des trucs qui a changé par rapport à avant. Je me rends compte aussi que bon, je subis de plein fouet la discrimination, hein, mais vraiment. Je me rends compte que tous les jours, ou presque tous les jours, quand je sors et que je marche, et que je rencontre des gens et que j'ai des échanges avec ces gens, il y a toujours des choses très violentes qui arrivent à un moment donné dans la conversation. Et en fait avant, je me rendais pas compte que ce qui se passait était grave en fait, que ce qui se passait était inacceptable, que c'était des préjugés vraiment inacceptables sur mon fonctionnement. Voilà, je prenais plus le rejet sur mes épaules en fait. Je me disais que c'était ma faute, ou alors que c'était peut-être moi qui avais mal compris, ou peut-être que l'autre avait passé une sale journée, que du coup il était un petit peu irascible à ce moment-là. Donc je trouvais beaucoup d'excuses aux gens. Mais maintenant que je suis plus solide, que je suis plus centrée sur moi, je vois plus clairement en fait comment sont les gens, et que finalement ce qu'ils me disent est totalement illégitime et irrationnel, et qu'ils n'ont pas à me dire ça, et qu'en fait c'est juste de la discrimination. Donc notamment quand j'ai fait mes vidéos sur mon rapport à l'autre là, et je donnais des conseils sur comment être avec les autres. Et il y a un conseil que j'ai pas donné et que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. C'est donc vous pouvez évidemment, quand vous vous sentez mal, agressé, parler de vos ressentis, mais vous pouvez aussi nommer l'agression quand elle est là, c'est-à-dire de nommer la discrimination. Dire là en fait c'est la discrimination ce que tu dis ou ce que tu fais.
de nommer aussi le harcèlement. Parce qu'un harcèlement, ça peut aller très vite, hein, faut pas croire. Et je pense que de nommer les choses, ça peut parfois remettre les choses dans leur contexte et faire un petit peu réfléchir les personnes, vous voyez. Et que finalement, moi j'ai eu un peu un moment douloureux de ma vie, là récemment, je me suis rendu compte, mais c'est fou, mais tous les jours pratiquement, je me prends des trucs. Alors c'est pas forcément lié à l'autisme, hein, ça peut aussi être de la discrimination parce que je suis jeune, la discrimination parce que je suis une femme, la discrimination parce que je suis prof, mais enfin tous les jours il y a des trucs qui arrivent et voilà, ça fait un petit peu mal de se dire est-ce qu'il faudrait toujours reprendre les gens et dire non, 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 c'est pas ce que tu crois et tout. Bah non, clairement pas, mais bon, du coup c'est un peu pour notre pomme. Alors il y a autre chose aussi qui se passe maintenant pour moi, c'est que je suis très vite saturée, très vite fatiguée, fatigable et que j'arrive moins qu'avant à me concentrer. Alors je sais pas comment j'ai pu faire pour faire 2 masters, des classes prépa avec des dissertes de 5-6 heures sur table, je sais pas du tout comment j'ai pu faire parce que là j'ai une intolérance vraiment à l'ennui. Dès que les choses ne m'intéressent plus, je zappe en fait, enfin, mon cerveau part. Je pense que c'était toujours le cas avant, c'était déjà le cas avant. Mais peut-être que maintenant, ma zone de tolérance, elle est encore plus faible, ou bien peut-être que je m'en rends compte, je sais pas. Et qu'avant, j'avais plus de stratégies justement pour me remettre comme ça dans ma concentration, je ne sais pas. Et qu'aujourd'hui, j'y arrive plus quoi, parce que aussi, la vie est de plus en plus compliquée, plus on grandit, plus la vie se complexifie, il y a le monde du travail, il y a tous les tâches administratives qu'on doit gérer et donc tout ça peut-être que ça produit une telle fatigue chez moi que du coup j'ai plus de la force pour rien faire en fait, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je me rends compte que aussi tout est très intense en fait pour moi. C'est vraiment cette question de l'intensité que j'ai réalisée récemment par rapport à d'autres personnes et notamment aux neurotypiques, c'est que si je suis plus vite fatiguée et fatigable, c'est parce que je vois le monde dans un miroir grossissant. Des choses me sautent aux yeux, m'agressent la plupart du temps et que ça me marque et que ça reste en moi longtemps et je mets du temps à me reposer, à m'en remettre, etc. Et il y a aussi pour d'autres choses où je suis un peu aveuglée puisque je suis dans ce miroir grossissant, du coup je vois pas trop parfois les signaux plus environnants, plus globaux, je me concentre plus sur les détails. Mais que tout ça, ça produit vraiment une fatigue aussi. Et cette fatigue, elle est aussi liée à mon hypersensibilité et notamment à la sensorialité dont je parlerai bientôt. Et que ça crée du coup cette fatigue de l'anxiété. C'est un peu un cercle vicieux. Cette anxiété, elle est de deux faits pour moi, c'est vraiment des anticipations anxieuses qui est du coup liée à ce besoin de contrôle, ce besoin de vraiment savoir comment les choses vont se passer à l'avance puisque j'aime pas les imprévus. Et c'est aussi de l'anxiété de performance parce qu'en fait, je suis très... j'aime faire plein de choses et j'aime bien faire les choses. Et j'aime aller au bout, j'aime creuser. J'aime bien me spécifier dans plein de choses. Enfin, vraiment creuser les sujets, on va dire plutôt. Et donc tout ça, ça peut créer parfois de l'anxiété. C'est un peu le revers de la médaille. Voilà. Et aussi cette anxiété, elle est aussi du fait d'une lucidité. Et cette lucidité va me donner une perception du danger en fait. Je vais vraiment sentir les risques que je prends à être avec certaines personnes dans certaines situations. Donc forcément ça va beaucoup m'impressionner justement du fait de ce miroir grossissant qui me montre certaines choses puissance 10 quoi. Voilà. Et bien sûr avec les autres je me sens aussi très anxieuse puisque je me sens pas toujours en sécurité. Donc c'est vraiment ça que j'ai réalisé récemment. Donc avec l'anxiété je pourrais aussi dire que j'ai besoin du coup de vraiment tout savoir à l'avance, donc je pose plein de questions, quitte à passer un peu pour psychorigide ou je sais pas, la fille trop stressée quoi, mais vraiment j'ai besoin que les choses soient claires et je me rends compte que c'est jamais clair en fait, mais même pour les neurotypiques en fait ils s'habituent à des choses floues et ils composent avec ça ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent. Mais moi, j'en suis pas capable parce que en fait, moi, je prends le truc de manière trop littérale et je vais pas comprendre, ou je vais comprendre à côté. Ou alors, je vais faire ce qu'on me demande, mais de manière... je vais vraiment... ça va être maladroit en fait. Je vais être très maladroite. Alors que quelqu'un qui aura mal compris la règle pourra quand même plus ou moins s'arranger avec sans trop que ça se voit. Mais moi, ça se verra tout de suite que je fais n'importe quoi parce que j'ai pas compris. Voilà, donc c'est un peu ça, toutes ces stratégies qui du coup ont lâché. Donc maintenant je prends plus sur mes épaules plein de choses, ce qui est pas plus mal.
Mais du coup, bah voilà, c'est pas évident. Donc ça me demande de m'organiser. Alors quelles sont les solutions que j'ai mises en place? Notamment, je fais des pauses sensorielles, parce que maintenant j'ai vraiment compris que la lumière, le bruit, trop de monde, des interactions sociales trop nombreuses, c'est éreintant pour moi. Donc je fais des pauses dans le noir, ça me repose vraiment le cerveau, les yeux. Voilà, voilà, comme j'ai dit, je pose plein de questions, j'essaie de préparer le terrain, quitte à passer pour psychorigide. Je prends, ça je le faisais déjà avant, mais je laisse de la place dans ma vie pour mes passions, parce que c'est très important, ça permet vraiment de créer du sens, de me rassurer et aussi de réguler mes émotions. Et puis bah, je nomme quand je sens quelqu'un, quand ça passe pas avec quelqu'un, je nomme ce que je ressens ou bien je dis que pour moi ce qu'il dit c'est la discrimination, voilà, pour me protéger et le mettre aussi face à ses responsabilités, face à lui-même. Alors ensuite il y a une autre chose que j'ai avec laquelle je suis pas trop à l'aise et je sais pas encore comment je vais faire, c'est par rapport aux autres justement, parce que j'ai beaucoup parlé des autres. Et en fait, les autres, c'est autant une source de problème pour moi qu'une richesse. Et moi, en fait, j'ai vraiment, j'adore finalement rencontrer de nouvelles personnes. J'adore partager. Et là, avec mon diagnostic, c'est vrai que durant toute cette période, je me suis un petit peu repliée sur moi-même pour me concentrer sur, c'est normal, hein, sur moi, sur mon fonctionnement, un peu. J'ai beaucoup travaillé avec des thérapeutes, etc. Mais j'étais un peu seule avec moi-même. Et donc j'ai eu l'impression de m'éloigner des autres. Et maintenant, je me sens suffisamment forte finalement pour revenir dans la danse, créer de nouveaux liens, tenter de nouvelles expériences. J'ai besoin de ça et je ne veux pas me limiter, même si je suis autiste et que j'ai un fonctionnement différent. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça va être une pente glissante. Et que en fait, me remettre dans la danse, ça va aussi me rendre finalement à nouveau vulnérable à des gens. Ça va à nouveau me créer des situations compliquées comme j'ai pu en vivre dans le passé, que ça va pas changer finalement. Que je vais toujours vivre ces situations, que je vais toujours être pas toujours très à l'aise avec les autres. Donc comment je fais? Est-ce que avec mon fonctionnement, je me dis de toute façon, tu seras toujours en rejeté et les autres comprendront jamais trop qui tu es parce que la société est comme ça, elle est psychophobe, elle est validiste, elle comprend pas. Donc est-ce qu'il faut que tu t'éloignes des gens qui te font du mal ou est-ce que tu prends quand même le risque d'avoir des interactions parfois houleuses et à rencontrer de temps en temps des gens qui valent la peine? Alors en général, je suis quand même assez prudente et je me lie pas avec n'importe qui. Sauf que parfois les personnes avec qui je me lie ou que je rencontre et qui me paraissent dignes de confiance, elles changent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me terrifie. C'est de me rendre compte qu'à un moment donné, la relation n'est plus sécure, n'est plus la même. Et je sais pas pourquoi, je comprends pas ce qui s'est passé. Et ça se dissout comme ça se dilue dans le temps petit à petit jusqu'à ce que les êtres s'éloignent. Et là, pour moi, c'est vraiment... je le vis vraiment mal, je le vis un peu comme un deuil. Donc, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment je vais réussir à évoluer par rapport aux autres, affaires à suivre. Alors, il y a autre chose aussi que j'ai remarqué par rapport aux discriminations notamment. C'est-à-dire que là, ces dernières semaines ou même ces derniers mois, je me suis vraiment rendu compte que j'avais vécu des situations inacceptables. Même quand je pensais que non, mais l'autre n'avait pas vraiment voulu dire ça, non, mais c'est pas de sa faute, non, mais c'est moi aussi. Vous voyez, et que non, en fait, j'ai vraiment mis des mots sur... Enfin, j'ai vraiment appelé un chat et je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait eu du harcèlement notamment dans ma vie, alors qu'avant, je me disais que mes petits camarades avaient toujours été sympas quand même plus ou moins avec moi, parce que j'avais pas vécu ce harcèlement de masse où tous les enfants s'en prennent à moi ensemble, où le professeur m'humilie, j'ai pas vécu ça. Mais finalement, ça c'est un exemple un peu extrême et je crois que dans les faits, c'est beaucoup plus courant d'avoir du harcèlement comme ça, mais souterrain, comme j'en ai déjà parlé. Donc là, je me suis rendu compte de ça, entre autres. Et du coup, je me suis dit, en fait, je me suis donc identifiée comme victime. Et là, je voulais faire un petit parallèle sur la victimisation et le fait de s'identifier victime. Depuis que je fais du développement personnel, donc ça va faire 12 ans, je suis allée voir un certain nombre de thérapeutes et je leur ai raconté un certain nombre de situations que j'avais vécues qui en fait étaient des situations inadmissibles. Et ces personnes, certaines, m'ont dit que je me victimisais. Et alors là, je voudrais vraiment dire que c'est pas du tout ça. Et que c'est pas pareil de se victimiser et de se reconnaître et de s'identifier victime pour se réparer, pour avancer. Et que vraiment, je crois que c'est important de se dire à un moment donné ce qu'on a vécu, de nommer ce qu'on a vécu pour pouvoir avancer. Que ça sert à rien de mettre ça sur le côté, de pas vouloir voir, d'être dans le déni. Je suis d'accord que la victimisation, c'est pas non plus quelque chose de positif. Mais en fait,
j'ai l'impression que dès que vous commencez un peu, selon certains thérapeutes, à vous plaindre, vous vous victimisez. Or, la victimisation, ça n'arrive pas si souvent que ça. La victimisation, c'est un rôle que vous vous donnez, un rôle de victime qui est toxique, qui vous fait pas avancer, on est d'accord. Mais à un moment donné, il faut aussi faire la nuance entre se reconnaître victime et se dire qu'on a souffert, que c'était dur et qu'on a le droit à un moment donné de faire une pause et de rester un peu avec cet état-là de victime. Mais pas pour ne pas avancer, uniquement pour finalement se réparer et se sentir un être humain en fait. Et pas juste objet, se sentir sujet. Voilà. Donc moi j'ai vraiment fait ce travail-là où je me suis identifiée victime à plusieurs moments, notamment victime de la discrimination et puis du harcèlement. Et que c'est vrai que j'ai pas aimé quand certains thérapeutes avant me disaient que je me victimisais, ça m'avait un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Aujourd'hui, je sens que j'ai un lourd sac à dos que je transporte du fait de mon histoire. Qui n'est pas forcément, c'est pas juste mon handicap, mon fonctionnement qui fait que c'est lourd à porter, il y a aussi mon histoire personnelle, mon histoire familiale, etc. Et que en fait, ce lourd sac à dos là, il m'handicape tout autant finalement que mon fonctionnement. Ou plutôt c'est mon fonctionnement qui a créé des situations parfois inacceptables et qui donc ça a rajouté des pierres à mon sac à dos. Et je trouve ça un peu injuste aujourd'hui qu'on me demande de jouer les mêmes règles du jeu du monde. Qu'on me demande en fait de continuer ma vie l'air de rien avec les gens autour de moi, mon travail, la vie entre guillemets classique, normale, alors que toute ma vie on m'a traité d'une façon inacceptable. Parfois j'ai vraiment envie d'arrêter de jouer la comédie, c'est-à-dire la comédie de la vie, la comédie sociale. J'ai juste envie de me retirer parce que je fatigue et que encore aujourd'hui on me demande de jouer une sorte d'avoir en fait des rôles et qui vont m'enfermer, qui vont peut-être pas me rendre heureuse, qui vont être très lourds à porter en tout cas, et qui sont aussi susceptibles de m'attirer d'autres formes de violence, d'autres formes de discrimination, d'autres formes de harcèlement. Donc c'est un peu ça que je ressens aujourd'hui, c'est je reconnais que je suis une victime, moi je veux avancer, en fait j'ai plein de projets, j'ai envie de rencontrer plein de gens, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'écrire, de lire tout ça, de reprendre le travail, j'ai envie de tout ça. Mais si c'est pour à nouveau vivre des choses douloureuses, c'est pas possible. Et donc je sais pas trop comment je vais pouvoir gérer entre toutes mes envies, mon envie de revenir dans la danse et en même temps ma peur d'être à nouveau blessée et le fait que en fait on va me demander des choses qui vont à nouveau m'épuiser, peut-être si ça se trouve, et que peut-être que dans un an j'en serai au même point, j'aurais fait un nouveau burn-out, je ne sais pas. C'est compliqué pour moi parce que j'ai l'impression que le monde tel qu'il est conçu aujourd'hui dans la vitesse, dans la productivité, dans la consommation perpétuelle et dans l'individualisme à l'extrême, il n'est pas adapté à ce que je suis par essence. Que du coup, ça me coûte énormément d'énergie, ça m'handicape de fait d'être dans ce monde-là. Voilà, et donc je ne sais pas trop comment faire, je trouve ça un peu injuste, j'ai déjà dit. Et je trouve aussi qu'on a tellement manqué d'empathie pour moi toutes ces années qu'aujourd'hui c'est épidermique. Je supporte plus quand je vis une situation où je me sens objetisée. C'est-à-dire où je me sens pas sujet, où j'ai pas l'impression d'être prise en compte en tant que personne. C'est viscéral, je me sens vraiment très mal, je le ressens tout de suite. Et du coup, ça peut même aller presque jusqu'à un autre état d'épuisement émotionnel. Tellement là, je suis en train d'essayer de porter ce lourd sac à dos et que si en plus on me rajoute des pierres en me niant, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Donc je sais pas trop comment je vais pouvoir faire. Affaire à suivre. Alors ensuite... L'autre bonne nouvelle néanmoins de tout ce cheminement que j'ai fait jusqu'à présent, c'est l'obtention de ma RQTH, le Saint Graal. Alors je ne l'ai pas aujourd'hui, en fait c'est juste une feuille A4, c'est vraiment rien du tout. Alors pour l'instant j'ai juste reçu une notification de RQTH, donc j'imagine que d'autres choses vont suivre, je ne sais pas, peut-être un dossier, je ne sais pas. Parce qu'en fait j'ai fait plusieurs demandes, j'ai pas fait une demande d'aide financière. J'ai juste fait la demande de RQTH, donc j'imagine que... Enfin, je sais pas, affaire à suivre. Mais en tout cas, je vais un petit peu vous parler de mon ressenti quand j'ai reçu ma RQTH. Ça a été un immense soulagement, une très très bonne nouvelle. À ce moment-là, c'était il y a 2-3 semaines. Si vous voulez, ça avait été difficile pour moi de reprendre le travail. Sans rentrer dans les détails, ça a été compliqué de leur expliquer un petit peu la situation. Ils n'ont pas été très compréhensifs, pas du tout même. Et donc je désespérais vraiment d'avoir un jour, entre guillemets, une armure pour me protéger contre leur agressivité. J'allais dire leur discrimination et leur validisme.
Et là, quand j'ai reçu ma RQTH, j'ai eu l'impression que ça y est, j'étais pas un petit soldat seul à me battre la peau à vif, mais que j'avais cette armure solide qui allait quand même me permettre de résister aux coups de la société. Et que si jamais je recevais d'autres coups, bah, je pouvais, je pouvais me contrer leurs coups avec mon petit document de RQTH. Hein. C'est mon sentiment, voilà. J'avais aussi l'impression d'être enfin prise en compte en tant qu'individu, en tant que personne, alors que juste avant, jusqu'alors, et ben c'était, il fallait que je m'adapte, il fallait que je fasse comme tout le monde, et puis voilà, on est tous un peu autistes, et nanana, et ce genre de phrases désagréables. Et là, maintenant, ça y est, non, mon statut était officialisé. Et aussi, ça le rendait plus légitime, parce que c'était pas juste l'avis de ma psychologue, puis du médecin spécialisé, ça avait aussi été validé par d'autres personnes qui ne me connaissaient pas du tout, donc qui n'avaient pas été influencées par mon discours, hein, quelque part. Et je pense que c'est plusieurs personnes qui se réunissent, qui étudient mon dossier, et que la RQTH, il la donne pas non plus comme ça. Donc ça donne vraiment une sorte de solidité aussi à qui je suis à l'intérieur. Hein. C'est fou, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et donc voilà, c'est pour ça aussi que je voulais faire cette nouvelle vidéo retour diagnostic. C'est pour vous dire que après 6 mois, j'ai obtenu cette RQTH. Alors elle a été... Normalement, on l'obtient de manière assez rapide quand c'est juste une RQTH. Hein, si vous voulez avoir des petites infos concrètes. Moi, je l'avais fait la demande mi-mars, mais ensuite il y a eu le confinement, donc ça a fait considérablement ralentir les démarches. Et donc ensuite, je l'ai obtenu que fin juin. Mais je pense que je l'aurais peut-être obtenu beaucoup plus tôt, voire un mois après, parce que je sais que d'autres personnes l'ont obtenu un mois après. Voilà. Alors cette RQTH, ensuite, je l'ai envoyée à mon administration. Et j'ai pas eu de nouvelles. Ça a été vraiment très compliqué. C'est comme si ça changeait rien. Donc j'ai dû me débrouiller toute seule. Donc j'ai compris à force de chercher des infos qu'il fallait que j'appelle quelqu'un qui ne répondait pas. Sa boîte vocale était pleine. Ensuite j'ai envoyé des messages, on ne répondait pas non plus, des messages, des mails. Et finalement là ce matin j'ai enfin réussi à avoir quelqu'un au bout du fil. Et donc je sais un peu ce que je dois faire. Donc la situation se décante très très lentement. Mais bon. Moi, je me dis heureusement que j'ai pas tout d'un coup un handicap moteur très grave parce que là, pour le coup, ils auraient pas du tout été réactifs et j'aurais pas pu me déplacer. Ils m'auraient nommé quelque part et puis je sais pas moi, j'aurais pas pu y aller. Donc après, ils m'auraient taxé d'abandon de poste. Enfin, ça aurait été un désastre quoi. Donc c'est pour vous dire que c'est un peu bizarre ce fonctionnement. Bon, alors peut-être que je ferai une vidéo sur la RQTH en elle-même, aussi sur le monde professionnel, sur mon métier de prof et sur le fait que je sois autiste et prof, parce que peut-être que ça peut en étonner certains. Pour moi, c'est pas compatible, mais voilà, ça peut, je pense que c'est normal que ça peut surprendre, peut-être. Mais voilà, alors pour finir sur la RQTH, du coup, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait plaisir. Et ensuite, par rapport à cette RQTH, notamment à mon travail, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup avec l'idée du secret médical. Alors, c'est-à-dire qu'on ne doit pas révéler la pathologie. C'est ce qu'on dit, c'est le discours officiel. Sauf que c'est pas une pathologie. Ce que j'ai, c'est mon fonctionnement, c'est moi. C'est différent. Je peux comprendre que si j'avais un cancer, oui, j'aimerais pas trop que tout le monde soit au courant. Mais l'autisme, c'est différent parce que, sans forcément juger la personne à travers son fonctionnement, j'ai besoin quand même qu'on prenne en compte mon fonctionnement pour s'adapter à moi. Donc c'est sûr que si je ne dis pas ce que je suis, l'autre ne peut pas savoir ce qu'il doit faire. Vous voyez, on en revient toujours au même problème. Est-ce que je dois le dire ou est-ce que je dois pas le dire, quitte à me prendre des réflexions et à pas être cru. Mais en même temps, si je le dis pas, l'autre, il sait pas qu'en fait, il me fait du mal en faisant certaines choses. Et donc, je suis très gênée avec cette RQTH qui circule dans les administrations, mais qui est comme un secret de polichinelle, et puis on ne doit pas le dire, et puis l'établissement dans lequel je travaille doit pas être au courant de la pathologie, enfin c'est ce qu'on dit, donc il doit savoir que j'ai une RQTH, mais sans savoir ce que j'ai, donc ce que c'est, donc du coup, comment je fais si moi je veux des aménagements, comment est-ce que mon employeur il est censé s'adapter à moi s'il sait pas ce dont j'ai besoin, s'il connaît pas le problème de fond. Enfin, je trouve ça absurde, voilà. Donc tout ça pour dire que pour moi, le fait de ne pas dire la RQTH, c'est un problème. Enfin, de ne pas nommer pourquoi j'ai eu la RQTH, c'est un problème. Et pour moi, j'ai pas honte de dire que je suis autiste à mon travail, même aux gens, je sais pas, aux gens quand c'est nécessaire. Et je suis pas trop d'accord avec le fait de le cacher. Parce que pour moi, c'est pas forcément du positif. Pour moi, le cacher, en fait, c'est jouer le jeu
de cette société justement discriminante qui invisibilise invisibilise, c'est ça, les souffrances des gens. Et que déjà que nous, toute notre vie, on est invisibilisé, on s'invisibilise soi-même, on est la différence invisible, soi-disant. Et bah là, avec la RQTH, ça continue, on est à nouveau invisible. Maintenant que vous avez de l'aide, vous n'allez pas non plus crier sur les toits. Et que parfois, en fait, la RQTH, c'est une invitation à se taire en échange de quelques maigres avantages. Et que moi, je suis pas d'accord. Je veux pas invisibiliser qui je suis. Au contraire, je veux le dire et j'assume. Et je pense pas que je le dirai non plus, que je crierai sur les toits à mon travail, mais en tout cas, il y a quelque chose qui me gêne dans ce fonctionnement-là, dans cette philosophie de ne rien dire, du coup, on va savoir que j'ai une RQTH, mais on va pas savoir ce que j'ai, et donc les gens vont peut-être un petit peu se poser des questions, être curieux. Vous savez, avec cette curiosité un petit peu malsaine que peuvent avoir certaines personnes. Et je trouve ça juste très étrange. C'est très étrange. Je sais pas comment faire. Et pour finir, je voulais dire que là, mon dernier remplacement, j'étais au collège et que j'avais dans ma classe pour la première fois, comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie, une jeune fille qui était autiste. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte à quel point il y avait un problème dans cette société, quoi. C'est-à-dire que cette jeune fille, je la voyais là hypersensible et je la voyais un peu en souffrance, quoi. Et dans cette salle, elle se mettait au fond, elle était toute seule et tout. Sur la cour, elle était toute seule. Je sais que elle n'était pas forcément très bien, etc. Et moi, je la regardais et je me disais, mais elle doit avoir une telle image d'elle-même, je sais pas, si ça se trouve, elle doit se dire qu'elle est pas, elle est nulle, et elle doit se dire que elle y arrivera jamais, et elle doit se dire qu'elle n'est pas faite pour avoir les mêmes droits, les mêmes avantages que les autres. Et c'est là où moi, j'avais envie justement d'être transparente et de dire, mais regarde, moi aussi, je suis comme toi et regarde, j'ai réussi, ça a été difficile, mais je suis là et je peux aussi, moi, montrer aux jeunes que on peut être un peu différent et être quand même dans la société, et que justement, la différence, ça fait la richesse de la société. Et que ne pas en parler, ne pas taire cette différence sous prétexte de il faut l'égalité des chances et il faut pas que les gens ils subissent de la discrimination, mais de toute façon on en subit, et c'est pas faire avancer les choses, voilà. Et j'avais juste envie voilà, je pensais à elle, j'avais juste envie de lui dire, tu sais, tu vas y arriver, crois en toi, donne-toi la chance, parce que l'autisme est une richesse en fait, c'est vraiment, je le pense, c'est une chance en fait. C'est une chance aussi pour les autres et pour soi-même. Et même si il y a beaucoup de difficultés que je ne nie pas, j'en ai moi-même, d'ailleurs je les ai énumérées juste avant. Mais voilà, c'était un petit peu mon message pour finir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite de très bonnes vacances si certains partent, et un bon été. Je vous retrouve dans quelques jours, dans quelques semaines pour d'autres vidéos. Voilà, ciao, bye bye!